Bienvenue sur Géopolitis et bienvenue à New York. 10 ans après le 11 septembre, devons-nous toujours et encore avoir peur du terrorisme? Ici, à New York, on sait ce que le terrorisme veut dire. Oussama Ben Laden n'est plus, il a été éliminé, mais que reste-t-il du réseau d'Al-Qaïda? Et de toute façon, est-ce la seule menace que nous devons redouter? Ne devons-nous pas parler d'une autre menace, celle du terrorisme intérieur, ultra-xénophobe, ultra-nationaliste? Vous l'avez compris, je veux parler de ce qui s'est passé en Norvège. Mais puisque nous sommes sur le territoire américain, comment ne pas citer l'un des plus célèbres présidents américains, Roosevelt, qui disait, en lançant son fameux programme sur le New Deal, au fond, la seule chose dont nous ayons à avoir peur, c'est la peur elle-même. Alors oui, cette peur, nous l'avons connue depuis 10 ans, une peur diffuse, mais réelle, la peur que ça recommence comme le 11 septembre. Géopolitis veut décrypter la réalité des menaces terroristes, les moyens d'y faire face et surtout de savoir au propre et au figuré quel prix nous sommes prêts à donner pour notre sécurité. Nous sommes ici en plein cœur de Manhattan. Vous voyez certainement derrière moi l'Empire State Building, symbole s'il en est d'une Amérique qui continue à vivre. Alors effectivement, à quelques avenues d'ici, c'est Ground Zero, non plus le Ground Zero que nous avons en mémoire, un champ de ruines, plus non plus le trou énorme que nous avons connu pendant près d'une décennie. C'est maintenant un Ground Zero revitalisé avec une tour qui sera le plus haut gratte-ciel de l'Amérique. À la menace terroriste, non sans hésitation, non sans retard, l'Amérique a répondu par le pari et par l'audace. À 1 heure d'avion d'ici, sur les bords du Potomac, près de Washington, il y a le Pentagone. C'est là qu'on a géré 2 guerres dites préventives, l'Irak et l'Afghanistan. C'est là aussi qu'on a géré la traque et l'élimination de Ben Laden, non sans critique, non sans entorse aux lois internationales. À la menace terroriste, l'Amérique a répondu par l'action physique et militaire. À la CIA, on s'est battu aussi. Au FBI, qui maintenant dit, 10 ans après, que près de 400 suspects pour des affaires de terrorisme ont été arrêtés et traduits pour certains devant les tribunaux. Là encore, non sans entorse aux lois internationales, à la menace terroriste, l'Amérique a répondu par la fermeté. Enfin, à la Maison-Blanche, en plein cœur de Washington, c'est là qu'on a géré ce qui a été la priorité de toutes les priorités, la sécurité intérieure des États-Unis, non sans critique violente parfois de la communauté internationale. À la menace terroriste, l'Amérique a répondu par la fermeté et par l'action et même par le résultat. Les menaces terroristes, elles existent toujours. Les moyens de lutter contre le terrorisme, ils existent. Seulement cela, il y a 10 ans, on n'en était pas conscient. Ce sont les autorités américaines qui l'affirment. Des attentats comparables à ceux du 11 septembre étaient programmés dans le courant des années 2003 et 2004 à Chicago, en Californie ou encore à Londres, avec des commandos arrêtés in extremis alors qu'ils allaient prendre le contrôle d'avions de ligne et peut-être les fracasser contre des gratte-ciels ou des lieux emblématiques. Aucune autre précision n'a jamais été donnée. Mais le fait est que des commandos comparables à ceux du mardi 11 septembre avaient été constitués. En outre, à Madrid, à Londres ou encore à Bali, ceux qui ont frappé avaient, pour certains d'entre eux, été entraînés dans des camps pour terroristes en Afghanistan ou au Pakistan. Un réseau franchisé, c'est en fait un réseau extrémiste déjà existant, déjà structuré et qui, pour acquérir une certaine envergure, a demandé son affiliation à Al-Qaïda. C'est typiquement le cas de Al-Qaïda au Maghreb islamique, anciennement le groupe combattant pour la prédication salafiste, une mouvance islamiste algérienne à son actif. AQMI a revendiqué plusieurs attaques meurtrières en Algérie et s'est rendu coupable de l'enlèvement de nombreux Occidentaux, dont certains ont été assassinés. Autre exemple de mouvement franchisé, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, fusion des djihadistes d'Arabie Saoudite et du Yémen. À sa tête, un imam venu d'Amérique, Anwar al-Awlaki, qui continue à prôner la lutte sainte contre une Amérique jugée impie. Il y a encore Al-Qaïda en Irak,
dont on ne cesse d'annoncer la disparition, alors que ce mouvement continue son travail de destruction dans ce pays, entretenant à loisir les antagonismes déjà existants entre chiites et sunnites. Ces loups solitaires, dangereux parce que solitaires, s'estiment personnellement investis d'une mission. Ils sont influencés par ce qu'ils lisent et découvrent sur certains sites internet, par mimétisme plus que par conviction. Ils se mettent en tête d'organiser tout seuls des attentats de grande envergure. On est ainsi passé plusieurs fois tout près de la catastrophe, que ce soit dans cet avion que le Britannique Richard Reid avait l'intention de pulvériser avec des explosifs cachés dans ses chaussures, qu'il s'agisse de Faisal Shahzad qui avait disposé une voiture piégée en plein quartier de Times Square à New York, ou encore de ce Nigérien Umar Farouk Abdulmuttalab qui a failli faire exploser le vol Amsterdam-Détroit. Il y a aussi le cas de cette Américaine, Colleen LaRose, surnommée Jihad Jane, qui entendait organiser toute une série de meurtres aux États-Unis et en Europe. Il y avait eu Oklahoma City, il y a eu Oslo. Dans ces deux cas typiques de terrorisme dit de l'intérieur, l'impact engendré par ces attentats a été d'autant plus ressenti que personne n'imaginait la réalité d'une telle menace. À Oklahoma City, en 1995, Timothy McVeigh et un complice s'en étaient pris à un bâtiment fédéral, symbole d'un État haï parce que traître à la patrie, à la nation et au peuple. Terrorisme d'extrême droite peut-être, mais surtout à Oslo comme à Oklahoma City, acte d'individus isolés, se disant mus par une idéologie, mais œuvrant sans consigne d'aucune structure, sans réseau, sans relais. La menace que représentent ces terroristes nationaux n'en est que plus angoissante. Encore une information, certains sondages dénotent un bon état d'esprit. Par exemple, 2 Américains sur 3 estiment qu'actuellement, s'il n'y a pas eu de nouveau 11 septembre, cela tient aussi au facteur chance. Le tout est de savoir ce que l'on entend par facteur chance. L'invité de Géopolitis, le professeur Mahmoud Mohamedou, qui est enseignant à IHEID, l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Aussi, vous êtes spécialiste du Centre de sécurité politique de Genève, auteur de plusieurs ouvrages. Menace, il y a, tout le monde est bien d'accord. De quelle menace parle-t-on? Quelle est, à votre avis, la plus grosse menace actuellement quand on fait le bilan de cette décennie? Alors, je dirais d'abord, le terrorisme, la violence politique sont des phénomènes de société permanents. Donc la vigilance doit être constante. Ceci dit, il faut éviter de verser dans la paranoïa, étant donné d'abord que, en 10 ans, un certain nombre de politiques antiterroristes ont réussi tout de même à nous prévenir d'un certain nombre de menaces. L'élément essentiel, c'est la mutation, la transformation de ces menaces. Alors nous avions, il y a une dizaine d'années, si vous voulez, le modèle du commando. Venu de l'étranger, ce qui faisait encore plus peur. Mais qui était parfois aussi implanté, comme on l'a vu avec la cellule de Hambourg. Une cellule de Hambourg. On a vu toutes les formes de terrorisme. Voilà. Je m'excuse de vous couper. Mais justement, la cellule de Hambourg, au départ, elle évolue dans un système très transnational. La décision est prise en Malaisie, l'ordonnance est donnée à partir de l'Afghanistan, l'opération est financée à partir des Émirats, l'opération est préparée en Allemagne, répétée en Espagne et mise en place, si vous voulez, lancée contre les États-Unis en moins de 2 heures. Donc ce transnationalisme demandait tout de même des rencontres, des répétitions, des déplacements entre les acteurs, les terroristes, qui est maintenant une chose du passé. Un réseau Al-Qaïda. Un réseau ce que ça veut dire. Qui existait à l'époque sous la forme de cellules, qui a cédé sa place plutôt aux franchises. Les franchises qui apparaissent un peu plus tard lorsque les États-Unis décident une réponse planétaire, et donc Al-Qaïda doit improviser une réponse stratégique en acceptant de lancer, si vous voulez, un certain nombre de versions régionalisées de sa propre existence. Ça, c'est un succès, si j'ose dire, de Al-Qaïda, d'avoir franchisé ces réseaux. Oui, c'est un à succès. Distance. En ce sens qu'ils ont réussi à s'adapter, et toute stratégie doit pouvoir s'adapter à son environnement. On voit néanmoins, effectivement, vous avez raison de le dire, une stratégie proactive, c'est penser. Donc, on parle de franchise. Soyons précis. Nous en avons 3 qui sont émergés dans cette période de manière assez visible. Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui apparaît en mai 2003. Al-Qaïda en Irak, qui apparaît en octobre 2004. Et Al-Qaïda en Maghreb islamique, qui est en fait la version réformée du groupe salafiste pour la prédication et le combat algérien, qui est annoncée en janvier 2007. Alors, que l'existence soit prouvée de ces réseaux franchisés, c'est une chose. Est-ce que la menace vient de ces réseaux franchisés? Si j'ose dire, est-ce que ces gens-là vont sortir de leur territoire pour aller en Amérique, ici ou ailleurs, pour commettre des attentats? Alors, ne nous trompons pas.
les versions franchisées sont en phase ascendante. Je dirais, elles le sont d'ailleurs beaucoup plus par rapport à une centrale, l'organisation mère, qui est devenue de plus en plus évanescente, à la faveur d'abord de la disparition de Ben Laden en mai dernier, mais qui est également de plus en plus en retrait par rapport à ces franchises dont la dangerosité est décuplée. On le voit en Irak avec un retour des attaques, on le voit au Sahel avec une AQMI qui se déploie au nord dans le vortex libyen, mais également par rapport au versant sud, une alliance avec le Boko Haram du Nigeria et la prise d'otages régulière au Sahel, et aussi la version de la péninsule arabique, pour répondre à votre question, qui menace régulièrement les États-Unis. Alors, est-ce que ces gens-là sont d'autant plus dangereux qu'ils ne dépendent plus de rien? Oui. Ils ne dépendent plus d'une sorte de quartier général au Pakistan ou en Afghanistan. Ils sont encore plus dangereux? Ils sont plus dangereux dans le sens que la réponse devient plus difficile par rapport à la préparation antiterroriste, moins localisable, plus déterritorialisée, et donc plus, si vous voulez, une forme de fuite en avant de ce transnationalisme que nous avions, tout en gardant une version régionale de leur combat, entre guillemets. Alors, professeur, on a parlé des loups solitaires, c'est-à-dire généralement des jeunes, des gens qui, quelque part, se sentent investis d'une mission et veulent commettre des attentats, et on sait bien que c'est un miracle si certains attentats n'ont pas eu lieu. C'est une grave menace? C'est la nouvelle menace, la dernière forme de ceci. Si les franchises étaient la version régionalisée, si l'on veut, la version des loups solitaires, ces lone wolves comme ils les appellent, sont, si vous voulez, la privatisation au niveau individuel. Et en l'espèce, nous avons les dernières tentatives entre 2009 et 2011 liées à Al-Qaïda d'une manière ou d'une autre, qui sont toutes le fait de loups solitaires. Avec l'idéologie d'Al-Qaïda ou plus du tout? Avec des individus qui se réclament de l'idéologie d'Al-Qaïda et qui souvent ont, selon les informations qui se recoupent, des liens. Par exemple, vous avez à Fort Hood le sergent Malik Hassan en 2009, donc qui avait des liens avec l'AQPA, l'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Vous avez le jeune étudiant nigérien Omar Abdul Muttalab avec le vol Detroit, Amsterdam-Detroit. Mais chaque fois qu'on a connaissance d'un cas, ça peut malheureusement solliciter un autre, favoriser l'émergence. C'est l'émulation au sein de l'organisation, les contacts qui sont pris. Je mentionne également le financier Faisal Shahzad qui avait tenté une opération à Times Square, juste ici. Et donc vous aviez, si vous voulez, une espèce d'apparition d'une version privatisée, individualisée, qui est une mise en abîme de la version régionalisée. Merci. Professeur Mahmoud Mohamedou, je rappelle que donc vous êtes professeur à Genève, à l'Institut international des hautes études, chercheur au Centre de sécurité et de politique de Genève. Merci de nous avoir éclairé sur l'état de ces menaces terroristes. Merci à vous. La guerre contre le terrorisme, dès le soir du 11 septembre, ce fut une déclaration de guerre, et sur les ruines fumantes du World Trade Center, on décréta que cette guerre, elle serait longue et elle serait impitoyable. C'était évidemment un discours très manichéen, tout à fait dans le style de George W. Bush, eux contre nous, la barbarie contre la civilisation. Si l'on pouvait comprendre, évidemment, le besoin de combattre, voire même de se défendre, la terminologie utilisée, elle, n'était pas des plus adéquates. On l'a vu depuis 10 ans, ce qui importe, ce n'est pas tant la lutte contre le terrorisme que le combat, jour après jour, contre les terroristes et contre leur réseau. La plus grande erreur de George Bush aura été, en fin de compte, consciemment ou inconsciemment, d'élever le terrorisme au niveau d'une idéologie, presque d'une religion. Ben Laden n'en demandait pas tant. Ben Laden qui, lui, a perdu sa guerre. Regardez ce qui s'est passé et se passe encore dans les capitales arabes en révolte. Pas un seul jeune ne brandit le portrait d'Oussama Ben Laden. Ben Laden connaît pas, Ben Laden connaît plus. Et sur la page web de cette édition spéciale new-yorkaise de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions à notre invité, une sélection de vidéos pour mieux comprendre ce phénomène du terrorisme, une infographie pour mieux saisir aussi le sort qui attend tous les chefs d'Al-Qaïda, vue du passé ou les débuts de Oussama Ben Laden dans le terrorisme, et enfin les liens les plus didactiques pour comprendre l'étendue de ce phénomène. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.